Au dîner de famille, ma nièce a ricané, on ne s'assied pas avec les gens comme vous. Ils ont tous ri. Ce qu'ils ne savaient pas? Je suis propriétaire de chaque maison où ils habitent. Ce qui s'est passé ensuite était magnifique. Salut, Reddit. La famille de mon frère a traité ma femme comme une moins que rien lors d'un dîner de famille, à cause de ses origines. Ils nous ont appelés, ces gens-là, droit dans les yeux, pendant que toute la famille hochait la tête en signe d'approbation. Ils n'avaient aucune idée que je suis le propriétaire des maisons dans lesquelles ils vivent tous. Avant le dessert, j'avais déjà passé quelques appels. Le lundi matin, leur monde était en flammes. Voici comment ça s'est passé. Je m'appelle Jack, j'ai 34 ans, et j'ai passé la dernière décennie à construire un portefeuille immobilier dans le Midwest. J'ai commencé avec une seule propriété saisie par la banque, quand j'avais 24 ans. Je l'ai rénovée moi-même, je l'ai mise en location, et j'ai continué à réinvestir. Rien de tape à accent grave-l'œil ou de dramatique, juste un travail constant, des achats intelligents pendant la crise immobilière de 2012, et beaucoup de patience, pendant que tout le monde achetait des PQPS neufs et partait en vacances. La première propriété était un désastre quand je l'ai achetée. Une saisie bancaire qui était restée vide pendant 8 mois, vandalisée 2 fois, et qui avait une fuite de toit qui avait détruit la moitié du plafond. La plupart des gens jetaient un coup d'œil et s'en allaient. Moi, j'y ai vu une opportunité. J'ai passé 6 mois à faire les travaux moi-même, à arracher les cloisons sèches abîmées, à remplacer le toit, à mettre à jour l'électricité, à rénover les parquets qui étaient cachés sous une moquette dégoûtante. J'ai tout appris grâce à des vidéos YouTube, et aux conseils des gars de la quincaillerie. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Une fois, j'ai mal branché une prise et j'ai failli déclencher un incendie. Une autre fois, j'ai installé des toilettes qui ont fui pendant 3 jours, avant que je comprenne ce que j'avais fait de travers. Mais chaque erreur m'a appris quelque chose. Et quand j'ai eu fini, cette maison était plus belle que la moitié de celle du quartier. Je l'ai louée pour 850 € par mois, ce qui me semblait être une fortune à l'époque. J'ai utilisé ce revenu locatif, en plus de mon salaire de jour, pour économiser pour la propriété suivante. Je vivais dans un studio, qui me coûtait 400 € par mois. Je conduisais une berline de 15 ans, et je mangeais beaucoup de riz et de poulet. Mes collègues pensaient que j'étais bizarre de ne pas améliorer mon style de vie, mais j'avais un plan. La crise de 2012, c'est là que tout a changé. Les banques cherchaient désespérément à se débarrasser des propriétés saisies. J'avais économisé environ 40 000 € à ce moment-là, et soudain, cela permettait d'acheter beaucoup plus qu'il y a quelques années. J'ai acquis 3 propriétés en 18 mois, toutes des saisies, toutes nécessitant des travaux. J'ai passé tous mes week-ends et toutes mes soirées à les rénover, apprenant la plomberie, le chauffage, la climatisation, et les bases de la menuiserie. À 30 ans, je possédais 10 propriétés. À 32 ans, j'en avais 15. Aujourd'hui, à 34 ans, j'ai 18 propriétés qui génèrent environ 24 000 € par mois de loyer total. Après les hypothèques, les assurances, les impôts, l'entretien, et les réparations imprévues, je dégage environ 8 500 € par mois de revenus passifs. Combiné à mon travail de jour en tant que responsable logistique pour une entreprise manufacturière, je m'en sors plus que bien. Maintenant, je possède 18 propriétés locatives réparties sur 3 comtés, un mélange de maisons individuelles, quelques duplex, et un petit immeuble d'appartement. La valeur totale est d'environ 3,2 millions €, avec environ 1,1 million € de fonds propres, après déduction des hypothèques. Je ne suis pas riche, loin de là, mais assez à l'aise pour ne pas m'inquiéter des factures, et pour pouvoir inviter ma femme à un bon dîner, sans vérifier mon compte en banque d'abord. Ce n'est pas un travail glamour. Gérer des chauffe-eau en panne à 2 heures du matin. Des locataires qui pensent que le loyer est une option. Des inspecteurs municipaux qui s'enthousiasment à l'idée de trouver des infractions au règlement datant de 1987. Mais c'est à moi. Je les construis, saper les factures, tout en me donnant une liberté que la plupart des gens avec un emploi régulier n'auront jamais. Ma femme, Sophie, est originaire des Philippines. Je l'ai rencontrée il y a 6 ans, par l'intermédiaire d'un ami commun, lors d'un événement communautaire. Un de ces trucs de bénévolat, où vous passez un samedi à repeindre un centre social. Elle était en haut d'une échelle, en train de faire les finitions au plafond avec la main la plus sûre que j'ai jamais vue, tout en plaisantant avec les autres bénévoles, et en effectuant un travail de précision qui m'aurait pris 3 fois plus de temps.
Nous avons commencé à parler pendant la pause déjeuner. Elle était drôle, intelligente, et elle avait cette façon de dénoncer les absurdités, sans pour autant être méchante. Quand quelqu'un s'est plaint de devoir être là un samedi, elle a simplement souri et a dit « Eh bien, personne ne t'a forcé à te porter volontaire pour du travail volontaire. » Le gars s'est tu immédiatement. Je lui ai proposé un rendez-vous le jour même. Nous sommes allés prendre un café, nous avons parlé pendant 4 heures, et j'ai su assez rapidement qu'elle était différente de toutes celles avec qui j'étais sorti auparavant. Elle avait des objectifs, une éthique de travail, et une tolérance zéro pour les drames. Elle vous disait exactement ce qu'elle pensait, mais elle le faisait d'une manière qui, d'une façon ou d'une autre, ne vous faisait pas sentir attaqué. C'est une compétence rare. Elle est infirmière diplômée à l'hôpital général du comté. Elle travaille de nuit en soins intensifs, gérant les cas critiques que la plupart des gens ne pourraient pas supporter, ni mentalement ni émotionnellement. Je l'ai entendue raconter ces histoires, où elle devait réanimer des patients à 3 heures du matin, gérer des familles qui pensent que crier sur le personnel médical va guérir leurs proches plus vite, ou prendre des décisions en une fraction de seconde, qui déterminent si quelqu'un vit ou meurt. Cette femme a plus de patience et de sang-froid sous la pression que quiconque que j'ai jamais rencontré. Nous nous sommes mariés il y a 3 ans. Une petite cérémonie dans un pavillon de parc, peut-être 50 personnes au total. Sa famille est venue de Manille par avion. Ses parents, 2 frères et sœurs, une tante, et 3 cousins. Ils étaient chaleureux, accueillants, et m'ont traité comme un membre de la famille dès le premier jour, alors qu'ils me connaissaient à peine. Son père m'a pris à part à la réception et m'a dit « Prends soin de ma fille, et on s'entendra bien. » Simple, direct, sans drame. Ma famille est venue, mais a rendu les choses bizarres en posant des questions insistantes sur les cartes vertes et les visas de travail, pendant la réception. Ma tante a carrément demandé à Sophie, devant tout le monde, depuis combien de temps elle était dans notre pays, et si elle était là légalement. Sophie a géré la situation avec plus de classe qu'il ne le méritait, souriant et expliquant patiemment qu'elle était citoyenne depuis des années. Pendant ce temps, je calculais la force que je pourrais utiliser pour expulser physiquement ma tante du lieu, sans créer de scène. Le pire, c'est quand ma mère m'a pris à part avant la cérémonie, et m'a demandé si j'étais sûr de moi. Pas de la manière d'une mère inquiète pour son fils, mais plutôt du genre « Es-tu sûr de vouloir épouser l'une d'entre elles ?» Elle ne l'a pas dit directement, mais l'insinuation était assez claire pour que Sophie la remarque aussi. Mon frère Calvin a 3 ans de plus que moi. Il est cadre intermédiaire dans une usine, et a passé toute sa vie d'adulte convaincu qu'il est plus intelligent que tout le monde, malgré les preuves du contraire. Il a des opinions sur tout, la politique, l'économie, l'éducation des enfants, l'entretien correct de la pelouse, et il les partagera, que vous le demandiez ou non. Sa femme, Patricia, est du même acabit. Une mère au foyer, qui traite ça comme un accomplissement professionnel, constamment en train de poster sur les réseaux sociaux à quel point c'est le travail le plus difficile au monde, alors que sa mère garde les enfants 3 jours par semaine. Elle a cette façon de regarder de haut les gens qui travaillent dans les services, ce qui est ironique, sachant qu'elle était serveuse quand Calvin l'a rencontrée. Ils ont 3 enfants. Britney, 16 ans, Austin, 14 ans, et la petite Emma, 9 ans. C'est Britney qui a déclenché tout ce bazar, mais nous y reviendrons. Mes parents sont ce qu'on appellerait des traditionnels du Midwest, ce qui est un euphémisme pour dire qu'ils sont racistes en sourdine, tout en insistant sur le fait qu'ils ne le sont pas. Ils ne diraient jamais rien de directement offensant. Mais ils demandent à Sophie d'où elle vient vraiment, environ 2 fois par an, alors qu'ils savent qu'elle est de Manille. Ils la complimentent sur son anglais, comme s'il était surprenant qu'elle puisse former des phrases complètes. Mon père m'a dit un jour que j'étais courageux d'épouser quelqu'un d'une culture différente, comme si j'avais adopté un chien de refuge, au lieu d'épouser une femme adulte pleinement fonctionnelle. Les dynamiques familiales ont toujours été tendues, mais gérables. Les dîners du dimanche chez mes parents, des conversations banales et gênantes, moi me mordant la langue quand quelqu'un disait quelque chose d'ignorant, puis rentrant à la maison pour me plaindre à Sophie, qui haussait simplement les épaules en disant qu'elle avait déjà fait face à pire à l'hôpital. Voici ce qui a rendu la situation particulièrement compliquée. Je possède des propriétés où vivent plusieurs membres de ma famille. La maison de mes parents, je l'ai achetée pour il y a 5 ans, quand il risquait la saisie, après que les factures médicales de mon père pour son opération du cœur se soient accumulées. J'ai payé 140 000 € en espèces, j'ai mis l'acte de propriété à mon nom, et je les ai laissés y vivre sans payer de loyer. Ils pensent qu'ils en sont toujours propriétaires, parce que je n'ai jamais corrigé cette supposition.
Ça semblait plus simple que de gérer les problèmes d'ego. La maison de Calvin et Patricia. Je l'ai achetée comme investissement locatif en 2019, une belle maison de 4 chambres dans un bon district scolaire. Ils louaient à un propriétaire qui voulait vendre. Alors, je l'ai achetée et je les ai laissés rester, au même loyer qu'ils payaient auparavant. 1400 € par mois pour une maison qui devrait se louer 2200 €. Une réduction familiale, vous savez. Ils n'ont aucune idée que je suis leur propriétaire. Leurs chèques de loyer vont à une société de gestion immobilière que j'utilise. Donc, ils pensent juste qu'ils ont eu de la chance, avec un propriétaire raisonnable qui n'augmente jamais le loyer. Mon oncle Howard, le frère de mon père, et sa femme Kelly, ils louent un duplex que je possède dans l'est de la ville. Ils savent que je suis le propriétaire, mais je leur fais le même tarif familial, 900 € par mois pour un logement qui en vaut 1500. Howard est en invalidité depuis des années, après un accident du travail. Alors, je me suis dit que j'aidais la famille. Mon cousin Brandon, techniquement le fils de Calvin, mais nous avons grandi comme des frères, loue une petite maison que je possède près de l'université. Il essaie de finir son diplôme d'ingénieur à 29 ans, après avoir abandonné 2 fois. Je lui facture 650 € par mois pour un logement qui pourrait facilement en rapporter 1000 cents. Il sait que je suis le propriétaire, et il a toujours été correct pour payer à temps et entretenir la maison. Donc oui, je subventionne essentiellement les frais de logement de la moitié de ma famille, et la plupart d'entre eux ne le savent même pas. Je n'en ai jamais parlé, parce que ça semblait pouvoir rendre les choses bizarres, et je n'avais pas besoin de reconnaissance. Je me sentais juste bien d'aider les membres de ma famille qui étaient en difficulté. Ça, c'était avant le dîner du mois dernier. Ma mère a appelé, et a dit qu'on organisait un grand dîner de famille chez elle. L'anniversaire de Calvin approchait, et elle voulait que tout le monde soit réuni. J'ai failli dire non. Ce genre de choses est généralement inconfortable. Mais Sophie a insisté pour que nous y allions, parce que la famille est importante, et que peut-être que les choses iraient mieux cette fois. Spoiler alerte, les choses n'allaient pas mieux cette fois. Nous sommes arrivés à 18 h, avec une bonne bouteille de jus de raisin pour eux, puisque nous ne buvons pas, et un gâteau fait maison que Sophie avait passé 3 heures à décorer. Un gâteau au chocolat avec un glaçage à la crème au beurre, des roses en sucre sur les bords, et « Joyeux anniversaire, Calvin », écrit en parfaite calligraphie sur le dessus. Cette femme s'est surpassée, en essayant de gagner le cœur de gens qui avaient déjà décidé de ne pas l'aimer. Je l'avais observée dans notre cuisine cet après-midi-là, mesurant soigneusement les ingrédients, testant la consistance du glaçage, refaisant l'une des roses 3 fois, parce qu'elle n'était pas assez parfaite. Quand je lui ai demandé pourquoi elle se donnait tant de mal pour des gens qui reconnaissaient à peine son existence, elle a simplement haussé les épaules et a dit, peut-être que cette fois, ce sera différent. Peut-être que si j'essaie assez fort, ils la verront enfin comme un membre de la famille. Je n'ai pas eu le cœur de lui dire que j'avais perdu cet espoir, il y a des années. Le premier signe de problème, c'est quand nous sommes entrés, et que Britney était assise dans le salon avec 2 de ses amies. Toutes les 2 blondes, toutes les 2 portant des vêtements chers, et toutes les 2 nous toisant, comme si nous étions des vendeurs au porte-à-porte, au lieu de membres de la famille. Je savais que c'était le dîner d'anniversaire de Calvin. Je n'avais pas réalisé que c'était aussi une sorte de fête de planification pour les 16 ans de Britney. « Oh, vous êtes là ?» a dit Patricia quand elle nous a vus, comme si notre présence était inattendue, malgré l'invitation spécifique avec une heure précise, que ma mère avait confirmée 2 fois. On est un peu en retard. Calvin est encore en train de se préparer. En retard n'était pas le mot juste. La fête battait clairement son plein. De la musique, de la nourriture déjà servie, des gens qui riaient et parlaient. Nous étions juste les dernières personnes qu'il voulait vraiment voir arriver. La maison était superbe, au fait. De nouveaux meubles dans le salon. Un de ces canapés d'angle cher, de ce magasin de meubles qui fait de la pub pendant les matchs de football. Une nouvelle peinture dans la salle à manger, dans cette couleur grise tendance que tout le monde utilise maintenant. Un aménagement paysager extérieur qui a dû coûter quelques milliers d'euros. Des parterres de fleurs professionnelles, de nouveaux arbustes, des pierres décoratives disposées en motifs qui criaient « Nous avons engagé quelqu'un ». Tout cela financé par un loyer sous-évalué, sur une maison que je possédais. Mais qui s'en soucie? J'avais acheté cette maison comme investissement locatif en 2019, pour 185 000 €. J'avais mis 40 000 € d'acompte, et je la leur louais pour 1400 € par mois,
alors que des logements comparables dans ce district scolaire se louaient entre 2200 et 2400 €. Ils y étaient depuis 4 ans maintenant, et je n'avais jamais augmenté le loyer une seule fois. En gros, je leur donnais gratuitement entre 8 cents et 1000 € chaque mois, pendant qu'ils redécoraient avec l'argent qu'ils économisaient, en ne payant pas le prix du marché. Sophie a proposé d'aider dans la cuisine, mais Patricia l'a repoussé d'un geste de la main, avec ce faux sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Oh, non. Tout est sous contrôle. Pourquoi ne pas attendre dans le salon? Traduction, on n'a pas besoin de l'aide de gens comme vous. Alors, nous nous sommes assis sur le nouveau canapé d'angle dans le salon, pendant que Britney et ses amis gloussaient et chuchotaient en face de nous. Je pouvais entendre des bribes de leur conversation, même si elle faisait semblant d'être subtile. C'est sa femme? Elle a l'air si jeune. J'ai entendu dire qu'elle n'est même pas d'ici. Ma mère dit qu'elle voulait probablement juste une carte verte. Sophie l'a entendu aussi. Elle a simplement souri et a fait défiler l'écran de son téléphone, feignant de ne pas remarquer. Cette femme a fait face à pire dans les salles d'attente des hôpitaux. Des familles qui refusent qu'elle touche leurs proches malades, à cause de son apparence. Des patients qui exigent des infirmières américaines. Des médecins qui supposent qu'elle est une assistante médicale, au lieu d'une infirmière diplômée avec 10 ans d'expérience. Mais je pouvais voir la tension dans ses épaules. La façon dont elle respirait, juste un peu trop prudemment. Le sourire crispé qui signifiait qu'elle ravalait quelque chose qu'elle voulait dire. J'ai tendu la main et je lui ai serré la sienne. Elle a répondu à ma pression, mais n'a pas levé les yeux de son téléphone. Après environ 20 minutes d'attente inconfortable, pendant que la fête continuait autour de nous comme si nous étions invisibles, Patricia a finalement annoncé que le dîner était prêt. Tout le monde a commencé à se diriger vers la salle à manger. Et c'est là que j'ai vu l'installation. Quand il a été enfin temps de manger, Patricia avait dressé une magnifique table de salle à manger. On aurait dit quelque chose tiré d'un magazine, ou d'une de ces émissions de décoration que Sophie regarde. La belle vaisselle, celle avec un liseré doré qu'on n'utilise que pour les grandes occasions. Des serviettes en tissu plié en forme qui avaient probablement des noms. Un centre de table avec des fleurs fraîches, qui venaient certainement d'un vrai fleuriste, pas de l'épicerie. Elle avait mis les petits plats dans les grands. Il y avait des marque-places à chaque siège. Des marque-places élégants, calligraphiés, dans de petits supports en argent. Tout le monde était à la table principale de la salle à manger. Maman et papa aux extrémités. Calvin et Patricia aux places d'honneur, en tant que fêtées et hôtesses. Austin et Emma d'un côté, oncle Howard et tante Kelly en face d'eux. Brandon à côté de quelques parents de Patricia que je n'avais jamais rencontrés. Quelques amis de Britney étaient même assises à la table principale. Probablement 15 personnes au total, toutes assises dans la salle à manger formelle, avec la belle vaisselle, les fleurs, et les serviettes en tissu. Sophie et moi avions aussi des marque-places. Sur une petite table pliante, du genre qu'on trouve dans une quincaillerie pour 10 €. Dans le couloir, à côté du placard à manteau et des toilettes. Assez près pour entendre la conversation, mais assez loin pour qu'il soit clair que nous n'en faisions pas partie. Je suis resté là, à regarder cette installation, pensant que j'avais mal compris quelque chose. Peut-être que la table principale était vraiment pleine, et que c'étaient les places supplémentaires. Mais non, il y avait 2 chaises vides à la table principale, une de chaque côté, et la table pliante avait clairement été installée en dernier recours. Un de ces modèles en plastique avec des pieds en métal, qui vacillaient sur un sol inégal. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé à Patricia, d'une voix neutre. Oh, on n'avait plus de place à la grande table, a-t-elle dit nonchalamment, sans me regarder dans les yeux. Mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez quand même entendre toute la conversation. On ne voulait pas que vous vous sentiez exclu. Exclu, tout en nous excluant littéralement. Sophie m'a touché doucement le bras. C'est bon, a-t-elle dit à voix basse, avec cette voix qu'elle utilise quand quelque chose n'est absolument pas bon, mais qu'elle essaie de maintenir la paix. Asseyons-nous, c'est tout. Mais j'étais encore en train d'analyser la scène, essayant toujours de comprendre comment nous étions passés de membres de la famille à des places de secours dans le couloir. Tous les autres à la belle table, avec la belle vaisselle, les serviettes en tissu, et les fleurs fraîches. Sophie et moi, à une table pliante en plastique, avec des assiettes en carton et des fourchettes en plastique, comme si nous étions à l'anniversaire d'un enfant dans un parc. Ma mère était déjà assise, évitant soigneusement de regarder dans notre direction. Mon père étudiait son verre d'eau,
comme s'il contenait le sens de la vie. Oncle Howard et tante Kelly ont échangé des regards gênés, mais n'ont rien dit. Ils savaient que quelque chose n'allait pas, mais n'allaient pas risquer de faire des vagues. Brandon avait l'air vraiment contrarié, mais il n'était qu'un gamin à ce stade. Il n'avait aucun pouvoir pour changer le plan de table que sa tante avait orchestré. C'est à ce moment-là que Britney a décidé d'apporter sa contribution à la soirée. De toute façon, on ne s'assied pas vraiment avec les gens comme vous, a-t-elle dit assez fort pour que tout le monde entende. Elle regardait directement Sophie quand elle a dit ça. La pièce est devenue silencieuse. Un de ces silences pesants, où tout le monde devient soudainement très intéressé par ses serviettes. J'ai attendu que quelqu'un dise quelque chose, pour la reprendre, pour dire à une jeune de 16 ans qu'on ne parle pas aux gens comme ça. Calvin s'est raclé la gorge. Britney, ce n'est pas. Je veux dire, ce qu'elle veut dire, c'est. Ce qu'elle veut dire, a sauté Patricia, souriant d'une manière qui n'atteignait pas ses yeux, c'est que la table principale est pour le noyau familial. Vous comprenez? Le noyau familial. Sophie et moi étions mariés depuis 3 ans, mais apparemment, ce n'était pas assez les noyaux. Ma mère étudiait son assiette, comme si elle contenait les secrets de l'univers. Mon père était soudainement très concentré sur la découpe de son petit pain. Oncle Howard et tante Kelly ont échangé des regards gênés, mais n'ont rien dit. Seul Brandon semblait vraiment mal à l'aise. C'est dégueulasse, a-t-il marmonné, mais pas assez fort pour vraiment défier qui que ce soit. Sophie a serré ma main sous la table. Mangeons et partons, c'est tout, a-t-elle chuchoté. Mais quelque chose en moi a craqué. Pas d'une manière explosive ou dramatique. D'une manière froide, calculée, qui aurait probablement dû m'inquiéter plus que ça. Je me suis levé lentement, j'ai sorti mon téléphone, et j'ai ouvert mon application de gestion immobilière. Là, à table, j'ai commencé à passer des appels. Le premier appel était pour ma gestionnaire immobilière, Denise. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Salut, Denise, c'est Jack. J'ai besoin que tu lances des procédures d'expulsion sur 3 propriétés. Oui, ce soir. Je t'enverrai les adresses dans 1 minute. La table était passée du silence au silence de mort. Tout le monde me fixait maintenant. Non, non, rien de mal avec les propriétés. Je n'ai juste plus envie d'accorder des réductions familiales à des gens qui ne les apprécient pas. Je pouvais voir le visage de Calvin commencer à comprendre ce qui se passait. Il était devenu pâle. Le deuxième appel était pour mon avocat en immobilier, Mitchell. J'ai laissé un message vocal, vu que c'était un dimanche soir. Salut Mitchell, c'est Jack. J'ai besoin que tu rédiges des documents pour moi. Je transfère la propriété du 447 Maple Street. À la banque. Maman et papa pourront trouver de nouveaux arrangements de paiement avec eux. J'expliquerai demain. Ma mère a littéralement halté. Le visage de mon père était devenu rouge. Le troisième appel était pour mon comptable. David, j'ai besoin que tu restructures mon portefeuille. Je passe 3 propriétés au prix du marché immédiatement, et j'en vends une. Oui, je sais que c'est dimanche. Je doublerai tes honoraires habituels pour le travail du week-end. J'ai terminé l'appel, et j'ai regardé autour de la table. Tout le monde était figé, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton oppose de leur vie. Alors, voici ce qui va se passer, ai-je dit calmement, en regardant directement Calvin. Ton loyer va passer au prix du marché à partir du mois prochain. C'est-à-dire 2200 € au lieu des 1400 que tu as payés jusqu'à présent. Tu recevras un avis officiel demain. La bouche de Calvin s'ouvrait et se fermait comme un poisson. Patricia était devenue blanche comme un linge. Je me suis tourné vers oncle Howard. Toi aussi. 1500 € par mois à partir du mois prochain. Si tu ne peux pas te le permettre, tu as 60 jours pour trouver autre chose. Tante Kelly a commencé à pleurer. Oncle Howard fixait juste son assiette. Et maman, papa, la maison que vous pensez posséder, vous ne la possédez pas. C'est moi qui en suis propriétaire. Je vous ai laissé y vivre gratuitement, parce que je pensais que la famille s'entraidait. Mais apparemment, je ne fais pas partie du noyau familial. Alors, je retransfère l'acte de propriété à la banque. Vous pourrez négocier votre propre hypothèque avec eux. Bonne chance avec ça, avec les revenus de retraite de papa. Ma mère pleurait maintenant aussi.
Tu ne peux pas faire ça. En fait, si. Je possède les propriétés. Je peux en faire ce que je veux. Calvin a finalement retrouvé sa voie. C'est de la folie. Pour une histoire de plan de table? Non, ai-je dit doucement. C'est pour des années à traiter ma femme comme si elle n'était pas assez bien pour cette famille. Pour les commentaires subtils, les suppositions, les regards. Aujourd'hui, c'était juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je me suis tourné vers Britney, qui pleurait maintenant, comprenant probablement pour la première fois que les actions ont des conséquences. Et toi, ai-je dit, tu viens de coûter à tes parents environ 800 € par mois, à tes grands-parents leur maison, et à ton oncle son loyer abordable. J'espère que ce commentaire en valait la peine. Sophie s'est levée à côté de moi. On s'en va, a-t-elle dit calmement. Nous sommes sortis, nous avons laissé le gâteau sur leur comptoir, nous avons laissé le jus de raisin sur leur table, et nous les avons tous laissés là, assis dans un silence de choc. Dans la voiture, Sophie est restée silencieuse pendant un long moment. Finalement, elle a dit, tu n'étais pas obligé de faire ça. Si, j'étais obligé. Ta famille va te détester maintenant. Ils ne me respectaient déjà pas. Au moins, maintenant, ils y réfléchiront à 2 fois avant de te manquer de respect. Elle a souri un peu. C'était assez théâtral. Je suis un homme théâtral. Non, pas vraiment. C'est ce qui a rendu ça si efficace. Le lendemain matin, j'ai mis à exécution tout ce que j'avais dit. Denise a envoyé des avis officiels aux 3 propriétés, concernant les augmentations de loyer et les changements de conditions. Courrier recommandé avec accusé de réception, exactement selon les règles. Mitchell a commencé les formalités pour le transfert de la maison de mes parents à la banque, ce qui implique des manœuvres juridiques compliquées, puisqu'ils y vivaient en supposant en être les propriétaires. Mon comptable, David, a fait des heures supplémentaires pour restructurer le portefeuille exactement comme je l'avais demandé, déplaçant les propriétés des catégories subventionnées par la famille aux catégories au prix du marché dans ses tableurs. C'était gratifiant de voir des professionnels exécuter un plan avec précision. Pas de drame, pas d'émotion, juste des affaires qui se règlent comme elles devraient l'être. Les appels ont commencé vers 10 h du matin. Le premier était de Calvin, et il hurlait. Pas seulement parlait fort, il hurlait à plein poumon, sur le fait que je détruisais sa famille pour rien, que j'étais mesquin et vindicatif, que cela allait ruiner tout ce qu'ils avaient construit. Je l'ai laissé se défouler pendant environ 30 secondes, tout en sirotant mon café et en consultant mes emails, puis je l'ai interrompu calmement. Calvin, le prix du marché pour ta maison est en fait de 2 400 € par mois. Je suis généreux en ne te facturant que 2 200 €. Tu as toujours une réduction familiale, juste une plus petite. C'est à prendre ou à laisser. Il a balbutié quelque chose sur le fait qu'il ne pouvait pas se le permettre. Qu'il avait 3 enfants et une hypothèque. Sauf qu'il n'avait pas d'hypothèque. Il avait un propriétaire. Moi. Et le propriétaire ajustait le loyer pour refléter les conditions réelles du marché. Où sommes-nous censés aller, a-t-il exigé. Ce n'est pas mon problème. Tu as 30 jours pour décider. Payer le nouveau tarif ou déménager. C'est ton choix. Il l'a accepté, évidemment. Où allait-il trouver une maison de 4 chambres dans ce district scolaire, à ce prix? Les maisons comparables se louaient pour des centaines d'euros de plus, et il aurait dû trouver des cautions et des frais de déménagement. Il était piégé par sa propre mauvaise gestion financière, et ma générosité avait été la seule chose qui le maintenait à flot. Ma mère a appelé ensuite, en pleurant et en disant que je lui brisais le cœur. Le grand jeu, les sanglots, sur le fait qu'elle n'aurait jamais pensé que son propre fils ferait ça à ses parents, sur le point auquel ma défunte grand-mère serait déçue, sur le fait que la famille est censée prendre soin de la famille. Je lui ai rappelé qu'elle avait regardé sa petite fille insulter ma femme lors d'un dîner de famille, et qu'elle n'avait absolument rien dit. 0 mot de correction, 0 reconnaissance que c'était mal, 0 défense d'une belle-fille qui n'avait fait qu'essayer de s'intégrer pendant 3 ans. Elle a prétendu qu'elle n'avait pas bien entendu. A dit que la pièce était bruyante. A dit qu'elle était concentrée sur la nourriture. A dit qu'on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'elle surveille chaque commentaire d'adolescent. Que des mensonges, et nous le savions tous les deux. Tu l'as entendu, maman. Vous l'avez tous entendu. Vous vous en fichiez juste assez pour ne rien dire. J'ai raccroché alors qu'elle était en plein sanglot. Mon père a appelé 1 heure plus tard,
essayant la voix de parent autoritaire qu'il avait utilisée sur moi toute mon enfance. Le ton sévère, déçu, qui autrefois me donnait envie de réparer ce que j'avais fait de mal et de regagner son approbation. Il m'a dit que j'étais puéril, que je devais reconsidérer cette décision impulsive, que nous pouvions nous asseoir comme des adultes et trouver une solution équitable pour tout le monde. J'ai déjà été juste, papa. J'ai été plus que juste pendant 5 ans. Tu as vécu sans loyer dans une maison que j'ai achetée avec mon argent, pendant que Calvin payait la moitié du prix du marché et qu'oncle Howard payait encore moins. La seule chose qui change maintenant, c'est que vous allez tous payer ce que tout le monde paie. Il a essayé d'argumenter que la famille était différente, qu'on ne traite pas la famille comme des transactions commerciales, qu'il devrait y avoir une certaine loyauté et considération pour les personnes qui m'ont élevé. Je lui ai dit que j'avais reconsidéré beaucoup de choses. Plus précisément, j'avais reconsidéré le fait de subventionner le logement de personnes qui ne respectaient pas mon mariage. Il pouvait soit négocier une hypothèque avec la banque, soit trouver un autre endroit où vivre. C'étaient ses options. Et elles ne changeraient pas, peu importe le nombre de fois où il essaierait de me faire culpabiliser. Tu fais une énorme erreur, a-t-il dit, la voix dure. La seule erreur que j'ai commise, c'est de penser que vous verriez un jour Sophie comme un membre de la famille. J'ai raccroché. Oncle Howard a appelé vers midi, et s'est en fait excusé, ce qui m'a surpris. Il a dit qu'il comprenait pourquoi j'étais en colère. A dit qu'il avait eu l'intention de dire quelque chose au dîner, mais qu'il ne voulait pas créer de drame devant tout le monde. A prétendu qu'il avait prévu de prendre Calvin à part après, et de lui parler de la façon dont il nous avait traités. J'ai apprécié l'honnêteté, mais je lui ai dit que l'augmentation de loyer était maintenue. La vérité, c'est que Howard pouvait se le permettre, s'il réduisait ses dépenses en jouets qu'il avait accumulés au fil des ans. Le bateau qu'il n'utilisait jamais, qui restait sous une bâche dans son allée 11 mois par an. Le camping-car avec lequel il n'avait fait que 2 voyages en 5 ans. La moto qui ne faisait que fuir de l'huile sur l'allée. Il avait beaucoup de revenus discrétionnaires. Il ne voulait juste pas les réorienter vers le paiement d'un loyer équitable. Je comprends, a-t-il dit doucement. On a merdé. Kelly et moi, on a tous les deux vu ce qui se passait et on aurait dû parler. Oui, vous auriez dû. Pour ce que ça vaut, on aime bien Sophie. C'est une bonne personne. Alors, peut-être, agissez comme telle la prochaine fois. Nous avons terminé l'appel en bons termes, mais l'augmentation de loyer est restée. Brandon a été le dernier à appeler, et il m'a étonnamment soutenu. Il a dit que ce qui s'était passé au dîner était terrible, et qu'il ne me blâmait absolument pas d'avoir fait ce que j'ai fait. Il avait été mal à l'aise tout le temps, en nous voyant, Sophie et moi, relégués à la table du couloir. Mais il n'était qu'un cousin essayant de finir ses études, et ne se sentait pas en position de critiquer son oncle et sa tante. Je lui ai dit que son loyer ne changerait pas. Il avait toujours été respectueux et décent, payait à temps, prenait soin de la propriété, et n'avait jamais, pas une seule fois, fait en sorte que Sophie se sente mal à l'aise. J'étais heureux de continuer à l'aider à finir son diplôme d'ingénieur avec un loyer inférieur au marché, parce qu'il l'avait mérité, en étant tout simplement une personne décente. Il a même proposé de payer plus. A dit que ça ne lui semblait pas juste d'avoir un traitement de faveur, alors que tout le monde le perdait. Tu n'as pas de traitement de faveur, lui ai-je dit. Tu es récompensé pour ta décence humaine fondamentale. Le fait que cela semble spécial en dit long sur le reste de cette famille. Il a ri à cela, a dit qu'il garderait la tête baissée et finirait ses études. Je lui ai dit de venir dîner un de ces jours. Sophie apprécierait de cuisiner pour quelqu'un qui l'apprécie vraiment. La discussion de groupe de la famille a explosé. Je l'ai mise en sourdine, et je n'ai lu aucun des messages. 3 jours plus tard, Patricia s'est présentée à mon bureau. Elle avait clairement pleuré, le maquillage était étalé, elle n'avait rien à voir avec son apparence habituellement soignée. « On peut parler ?» a-t-elle demandé. Je l'ai laissée entrer. Elle s'est assise et a immédiatement commencé par les excuses. Elle était tellement désolée. Ils avaient élevé Britney mieux que ça. C'était juste une attitude d'adolescente. Ils n'avaient jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Sais-tu ce que cela va nous faire financièrement, a-t-elle demandé. Nous ne pouvons pas nous permettre 800 € de plus par mois. Le travail de Calvin ne paie pas autant. J'ai souligné qu'il venait de dépenser plusieurs milliers d'euros pour redécorer une maison qu'il ne possédait pas, et pour planifier une fête pour les 16 ans de leur fille. Clairement,
ils avaient des revenus discrétionnaires. Elle a commencé à pleurer plus fort. C'était des économies. On économisait pour la fête de Britney. Elle n'aura 16 ans qu'une seule fois. Et Sophie ne sera insultée à un dîner de famille qu'une seule fois. Ou du moins, elle a intérêt à ce que ce soit le cas. Patricia a essayé une autre approche. Que pouvons-nous faire pour arranger ça? Britney s'excusera. Nous le ferons tous. S'il te plaît, ne nous fais pas ça. C'est déjà fait, ai-je dit. Les avis ont été envoyés. Les contrats sont mis à jour. Vous pouvez soit payer le nouveau tarif, soit déménager. Où sommes-nous censés trouver 800 € de plus par mois? Je ne sais pas, Patricia. Peut-être que Calvin peut demander une augmentation. Peut-être que tu pourrais trouver un travail. Peut-être que vous pourriez réduire les dépenses en redécoration et en fêtes d'anniversaire coûteuses. Ce n'est pas mon problème. Elle est partie en pleurant. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre d'un avocat représentant mes parents. Il me poursuivait pour abus de faiblesse sur personnes âgées, et prétendait que je leur avais promis la maison. L'affaire a été rejetée par le tribunal en un rien de temps, quand j'ai montré l'acte de propriété avec mon nom dessus, et les relevés bancaires montrant que je l'avais payé en totalité. Leur avocat s'est même excusé auprès de moi par la suite. Il a dit qu'il avait dit à mes parents qu'ils n'avaient aucune chance, mais qu'ils avaient insisté pour porter plainte quand même. Calvin et Patricia ont commencé à payer le nouveau loyer, mais ils avaient clairement du mal. J'ai appris par Brandon qu'ils avaient annulé la fête des 16 ans de Britney, et mis le bateau en vente. Patricia a trouvé un travail à temps partiel dans un cabinet médical, comme réceptionniste. Oncle Howard et tante Kelly ont payé le loyer augmenté pendant 2 mois, puis ont déménagé dans un duplex moins cher de l'autre côté de la ville. Sans rancune. Ils ne pouvaient vraiment pas se le permettre avec un revenu d'invalidité, et je le comprenais. Je leur ai écrit une belle lettre de recommandation pour leur nouveau propriétaire. Mes parents ont fini par contracter une hypothèque avec la banque, mais aux taux actuels du marché, au lieu du taux préférentiel qu'ils auraient eu il y a des années, quand ils possédaient vraiment la maison. Leur mensualité a presque doublé. Papa a dû sortir de sa retraite et prendre un travail à temps partiel dans une quincaillerie. La famille a cessé de nous inviter, ce qui était exactement ce que je voulais. Plus de dîners gênants, plus de commentaires subtils, plus de prétentions que tout allait bien. Brandon venait encore dîner parfois. C'était un type bien, et Sophie l'aimait bien. Il s'est excusé une dizaine de fois de ne pas s'être exprimé plus fermement au dîner. Je lui ai dit de ne pas s'en faire. Il n'était qu'un locataire essayant de finir ses études, ce n'était pas son travail de surveiller le comportement de son oncle et de sa tante. Environ 3 mois après l'incident du dîner, j'ai reçu un texto de Britney. Une longue excuse décousue, expliquant qu'elle avait été jeune et stupide, et influencée par les attitudes de ses parents. Elle avait commencé à faire du bénévolat dans un centre communautaire avec des familles d'immigrants, et avait réalisé à quel point elle avait été ignorante. J'ai apprécié les excuses, mais je n'ai pas répondu. Certaines leçons doivent marquer les esprits. 6 mois plus tard, Calvin a appelé. Sans crier cette fois, il était vraiment humble. Il a dit qu'il voulait s'excuser, qu'il avait beaucoup réfléchi à ce qui s'était passé, et qu'il avait réalisé qu'ils avaient eu tort. Je comprends maintenant, a-t-il dit. On a traité Sophie comme de la merde, et tu avais raison d'être en colère. Je n'étais pas en colère, les jeux corrigés. J'en avais juste fini. C'est juste. Est-ce qu'il y a un moyen pour qu'on puisse? Je ne sais pas réparer ça? Tu peux commencer par traiter ma femme avec respect quand tu la vois en public. Tu peux arrêter de faire des suppositions sur les gens en fonction de leurs origines. Tu peux mieux éduquer tes enfants. On essaie. Patricia a travaillé avec Britney sur des questions de sensibilité culturelle. Bien. Est-ce que le loyer va un jour redescendre? Non. Il a soupiré. Je m'en doutais, mais il fallait que je demande. Nous ne sommes plus proches. Les réunions de famille ne nous incluent plus, ce qui me convient parfaitement. Mes parents et moi avons une relation cordiale mais distante. Nous échangeons des cartes de vœux. Je m'assure qu'ils ne sont pas littéralement à la rue. Mais la chaleur a disparu. Sophie gère tout cela avec la même grâce qu'elle montre pour tout le reste. Elle dit qu'elle a fait face à un racisme pire de la part de familles de patients, qui refusaient qu'elle les traite à cause de son apparence. Au moins,
le sectarisme de ma famille a eu des conséquences. La vraie victoire, c'est de voir ma femme réaliser qu'elle n'avait pas à tolérer le manque de respect, juste pour maintenir la paix avec des gens qui ne la respectaient de toute façon pas. Elle s'était mordu la langue pendant 3 ans, en essayant de gagner le cœur de ma famille. Et en un seul dîner, elle a eu la permission d'arrêter d'essayer. Aujourd'hui, nous passons les fêtes avec sa famille, soit en allant à Manille, soit en les accueillant ici. Ses parents sont chaleureux, accueillants, et me traitent comme leur propre fils, malgré les différences culturelles. Ses frères et sœurs appellent en vidéo chaque semaine, juste pour discuter. Voilà à quoi ressemble une vraie famille. Le mois dernier, nous avons finalisé l'achat d'une autre propriété locative, un beau duplex près de l'université. Sophie a suggéré de le louer à des étudiants internationaux à des tarifs équitables. Leur offrir un bon point de chute quand ils sont nouveaux dans le pays. Nous travaillons avec le bureau des étudiants internationaux pour concrétiser cela. Mon portefeuille immobilier se porte mieux que jamais. Il s'avère que gérer une entreprise basée sur les prix réels du marché, au lieu de faveurs familiales, est plus rentable. Qui l'eût cru? Patricia publie parfois des choses passives-agressives sur les réseaux sociaux, sur la loyauté familiale et le pardon. Je l'ai mise en sourdine, mais Brandon me fait des captures d'écran des meilleures, et me les envoie. On en rit bien. Britney a eu son diplôme de fin de lycée le mois dernier. Je lui ai envoyé une carte avec une carte cadeau de 50 € pour une librairie. Un petit geste, mais ça me semblait juste. Apparemment, elle va à l'université communautaire et se spécialise en travail social. Patricia s'en est plainte dans la discussion de groupe de la famille, que j'ai toujours en sourdine, mais Brandon me tient au courant. Elle a dit qu'elle aurait souhaité que Britney fasse quelque chose de plus respectable, comme les affaires ou les soins infirmiers. Certaines personnes n'apprennent jamais. La leçon que j'ai tirée de tout ça, on ne peut pas acheter le respect avec la générosité. Vous pouvez subventionner les frais de logement de quelqu'un, l'aider financièrement, vous surpasser pour maintenir la paix, et il vous traitera toujours comme de la merde, s'il a décidé que vous ne valez pas son respect. Mais vous pouvez absolument facturer les prix du marché à des gens qui n'apprécient pas la réduction. Et c'est presque aussi satisfaisant que le respect lui-même. Sophie est toujours infirmière de nuit en soins intensifs, elle sauve toujours des vies, elle gère toujours des gens difficiles avec plus de grâce qu'ils ne le méritent. J'achète toujours des propriétés, je les rénove toujours, je construis toujours quelque chose qui est vraiment à moi. Et ma famille, eh bien, ils paient toujours leur loyer à temps, parce qu'ils savent ce qui se passe quand ils ne le font pas. Certains m'ont traité de mesquin. Peut-être que je le suis. Mais je préfère penser que je fixe des limites, avec des conséquences financières. Vous n'avez pas le droit d'insulter ma femme et de continuer à bénéficier de ma générosité. Ça ne marche pas comme ça. Les propriétés que je possède se portent bien. Les locataires qui respectent l'arrangement sont traités équitablement. Ceux qui ont appris à la dure sont encore en train d'apprendre. Et Sophie et moi, nous construisons une vie entourée de personnes qui nous apprécient vraiment, sa famille, nos amis, les étudiants internationaux qui sont reconnaissants d'avoir un propriétaire qui les traite équitablement, au lieu d'essayer d'exploiter leur vulnérabilité. Cela vaut plus que n'importe quel dîner de famille à la table du noyau familial. La semaine dernière, mon père a appelé et m'a demandé si nous envisagerions de venir au dîner d'anniversaire de Calvin le mois prochain. Il a dit qu'ils aimeraient vraiment que nous soyons là, que ce ne serait pas pareil sans nous. J'ai demandé si Sophie serait assise à la table principale. Longue pause. Bien sûr, a-t-il finalement dit. Je vais y réfléchir, lui ai-je répondu. Je n'irai probablement pas. Il y a des ponts qu'il vaut mieux laisser brûler. Mais c'était agréable d'être invité correctement. Si vous avez apprécié cette vidéo, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne, et nous aide à vous apporter plus d'histoires de meilleure qualité. Merci.